Good morning. Le président, bonjour à vous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour madame, monsieur les juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT 0588T, le procureur contre Vujadin Popovic et consorts. Le président, je vous remercie. Tous les accusés sont présents. Au niveau de la présence des parties, je remarque simplement la présence de monsieur Mitchell et M. Van de Pue et M. McCloskey. M. Taillard n'est pas là aujourd'hui. Accessoirement, M. McCloskey, lorsque l'accusation sera arrivée à la fin de son réquisitoire, nous aurons peut-être quelques questions à poser. Et à cette fin, je pense que la présence de toute votre équipe sera peut-être nécessaire parce qu'il y aura des questions que nous aurons à poser qui porteront sur la partie de M. Taillard, etc. Donc, prenez vos dispositions pour que ceci soit le cas. Autre élément que je souhaitais aborder avant de vous donner la parole, M. Van de Pue, c'est que à partir de maintenant, et il va falloir copier ceci et envoyer une copie au président du tribunal et au greffier. Une des difficultés que nous avons rencontrées, eu égard aux mémoires en clôture et à la lecture de ces derniers, puisque nous sommes dans la phase des réquisitoires et plaidoiries, eh bien, nous avons examiné des mémoires en clôture qui étaient en français, qui étaient des mémoires très détaillées et qui devaient être traduits vers l'anglais pour que nous puissions les comprendre. Il y a quelque temps déjà, c'est quelque chose que j'ai abordé avec les autres juges de la Chambre, ainsi que la juriste hors classe de la Chambre et les personnes des services de traduction du tribunal. Et nous étions mis d'accord pour que tout ceci soit terminé à temps, pour permettre au calendrier d'être respecté. Nous avons eu des difficultés. Quelquefois, nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Quelquefois, tout ceci fait l'objet de critiques assez sévères, mais les services de traduction ont toujours essayé de faire de leur mieux pour répondre à nos exigences. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est quelque chose dont je souhaite faire état publiquement dans le prétoire. Ils s'en sont tenus à la date butoir qui avait été fixée et la traduction a été remise en temps et en heure le 24 août, ce qui fait que nous avons pu, et je suppose que vous aussi, vous avez pu lire ce mémoire. Je dois dire que la traduction était excellente, à l'exception de quelques petites erreurs. Le reste de la traduction est parfait. Donc, je souhaite vivement remercier les services de traduction CLSS du tribunal au nom de cette chambre. Et monsieur le greffier, je souhaite que vous transmettiez ceci, cette partie-là du compte-rendu d'audience, au président du tribunal ainsi qu'au greffier, pour information. Monsieur Van de Pue. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour à vous, madame, messieurs les juges. Bonjour, confrères, consoeurs de la défense. Hier, lorsque j'en ai terminé, j'ai évoqué des éléments de preuve, pardonnez-moi. Le président, allez-y. Je parlais d'éléments de preuve concernant la présence de M. Béhara à GEPA. Je ne vais pas répéter ceci, mais je vais faire consigner au compte-rendu d'audience pour mes confrères et consoeurs ainsi que pour les juges de la Chambre les références du compte-rendu d'audience en question.
page 14603, ligne 22, 14604, ligne 7. Eu égard à l'affirmation de la défense concernant le transfert forcé de M. Béhara et sa participation à l'entreprise criminelle commune, ils avancent qu'il n'y a aucune preuve de sa connaissance de ces civils à l'époque, ni par la suite, au paragraphe 376 à 379 du mémoire. Il s'affirme que M. Béhara ne se trouvait pas à Potocari et n'était pas au courant des crimes commis à Potocari, y compris le transfert de la population civile au paragraphe 401. Tout d'abord, il est clair, d'après les éléments de preuve présentés dans cette affaire, que ses subordonnés se trouvaient sur le terrain à Potocari. M. Popovich admet qu'il était présent. Il ne le conteste pas. Et M. Nikolic était là également. Et ils étaient au milieu de tout cela. L'état-major principal et les structures du commandement du corps de la Drina sont également intervenus. Alors, de laisser entendre que M. Béhara n'avait aucune idée des conditions dans lesquelles pouvait se trouver la population est tout à fait ne tient pas la route. Bien au contraire, la connaissance et la prise de conscience des événements, y compris les crimes commis, peuvent raisonnablement être déduits d'après la conduite de ses subordonnés qui étaient des professionnels. Sa connaissance des événements est démontrée de façon implicite au niveau de ses interactions entre M. Tselanovic, PW 161, Miroslav Deronic et Momir Nikolic. Il est au courant des situations et il doit savoir comment ces prisonniers sont arrivés à Bratunac. Il doit savoir comment ces personnes ont été séparées et les conditions dans lesquelles ces prisonniers ont été séparés. C'est manifestement très clair. Il sait ce qu'il va advenir de ces personnes-là. Il exerce un contrôle particulier et sur les organes de la chargée de la sécurité et ses commandements subordonnés. Il doit certainement savoir ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Le règlement de service précise, et ceci se trouve, pardonnez-moi, la pièce est le numéro P00416 au paragraphe 12. Les organes de ceux qui héritaient font état de leur travail et doivent rendre des comptes à leurs supérieurs hiérarchiques directs et les organes chargés de la sécurité du commandement supérieur, les unités, les institutions, les états-majors, se conformément aux dispositions de ce règlement. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que M. Béhara était au courant des conditions dans lesquelles se trouvait la population civile par rapport à ce transfert. Par rapport à leur transfert, je souhaite également demander au juge de la Chambre de regarder la pièce P00480. Il s'agit d'une interview qui est datée du mois d'octobre 2002. À la page 7, on lui demande s'il a participé à l'opération des forces serbes entrant dans Srebrenica. En guise de réponse, il dit qu'il n'était pas là, qu'il était sur le front de Bihac. Mais lorsqu'il est rentré, il a dit que tout ceci était terminé. Et un jour, au moment où j'emmenais de la correspondance au général Mladic, j'ai vu un nombre très important de nombre de bus le long de la route qui attendaient et qui venaient de et qui allaient de Bratunac à Jepa et Srebrenica. Ces véhicules avaient été envoyés à cet endroit-là et provenaient de la Bosnie. Il s'agissait de transférer les musulmans vers Tuzla, Calais, Seya, et les convois de la Fort-Prenu devaient en assurer la sécurité. De laisser entendre que M. Béhara n'avait aucune information à l'époque ou après cela, eu égard à la population civile et leur transfert par la force, est quelque chose qui ne peut pas être retenu. Les mémoires de la défense affirment également qu'il n'y avait pas que M. Béhara n'avait absolument aucun sentiment à l'égard du problème de l'ethnicité, que cela ne faisait pas partie de sa personnalité, que s'il a commis ces crimes, il était motivé essentiellement par cela.
Je pense que nous avons vu des éléments de preuve là-dessus dans ce procès. Nous avons vu des éléments de preuve, les conversations téléphoniques interceptées qui concordent et ce de façon répétée. Il s'agit de commentaires péjoratifs qu'il aurait prononcés pour décrire les musulmans. C'est quelque chose que nous avons vu dans les documents qui ont été distribués à ses subordonnés ainsi qu'à ses contemporains. Je ne vais pas aborder tout ceci dans le détail parce que le compte-rendu d'audience de ce procès contient énormément d'éléments de preuve de cet état d'esprit dans lequel il se trouvait et je dois dire que ceci a une incidence sur le comportement de M. Bahara comme ceci a une incidence sur ses mobiles parce qu'il a participé à la commission de ces crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Dans la déclaration millénaire de l'accusation, M. McCloskey fait état de M. Behara. Il dit que c'est un vaisseau vide au paragraphe 493 du mémoire de Behara. La défense de Behara laisse entendre que ceci signifie qu'il n'avait ni les pouvoirs ni l'autorité pour influencer le cours des événements. Quand bien même M. Behara n'était pas commandant, bien sûr qu'il disposait des pouvoirs pour influer sur le cours des événements. Il était investi de ses pouvoirs et de l'autorité placée sous les ordres de son commandant. Et manifestement, il est vrai qu'il a influé sur le cours des événements et qu'il a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle commune qui lui est reprochée dans l'acte d'accusation. Ceci a été prouvé dans cette affaire, ces événements, ainsi qui sont arrivés à leur apogée au moment où il y a eu ces meurtres des millions de personnes et de génocide. Il n'y a pas eu d'éléments de preuve attestant du remords dans ce cas de M. Behara. Je crois que les éléments de preuve indiquent tout à fait le contraire et c'est quelque chose que nous vous demandons de prendre en compte lorsque vous déciderez de la peine appropriée à prononcer dans le cas où vous le déclariez coupable des charges qui pèsent contre lui dans l'acte d'accusation. Je vais vous demander de vous reporter à l'interview, à la page de l'interview qu'il a donnée le 24 octobre 2002, à la page 7 de cette interview. Malgré la participation claire de M. Behara dans les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, il déclare « Tout le monde savait que les musulmans tuaient leurs propres concitoyens pour accuser les Serbes, de façon à ce que l'OTAN lance des frappes aériennes contre nous à cause des crimes commis contre les civils. Moi, je suis convaincu que Merkley est un mini Srebrenica et un mini Jepa. Ensuite, il a l'audacité de dire qu'un journaliste a décrit comment les crimes et les assassinats de millions de personnes avaient été commis aurait pu être commis si quelqu'un avait eu l'idée de le faire, à savoir si cela était véritablement arrivé. Par rapport à cela, la question qui lui est posée, est-ce que vous êtes en train de dire que la VRS n'a commis aucun crime de masse à Srebrenica et il répond non, ils ne l'ont pas fait. La haie allègue qu'il y a une liste de fosses communes, différents endroits où ces derniers se trouvent. Ils disent qu'il y a 800 corps et qu'il y a une fosse commune, 2000 dans une autre, 3000 dans une autre. Ils affirment qu'il y a des fosses primaires et secondaires. On allègue que les corps auraient été déplacés. Cela n'a aucun sens. Il n'est pas possible de transporter ou de commettre de tels crimes à une échelle aussi importante en présence de représentants des Nations Unies, même si quelqu'un avait eu une idée aussi folle. Madame, Monsieur les juges, les éléments dans cette affaire indiquent que la participation de M. Behara et sa responsabilité est tout à fait claire pour les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Nous vous demandons de le déclarer responsable et de le déclarer coupable. Ceci met un terme à mes arguments pour ce qui est de M. Behara et si vous le permettez, je vais maintenant aborder le cas de M. Popovic. The evidence of Mr. Popovich. Les preuves eu égard à la culpabilité de M. Popovic et sa participation dans ces crimes abominables est tout à fait claire et tout à fait irréfutable. Le mémoire de Popovic remet en cause les fondements même de l'acte d'accusation et parce que, comme cela est le cas dans le mémoire de Behara, il est diamétralement opposé aux principes fondamentaux de la thèse
des principes fondamentaux mis en avant par l'accusation dans sa thèse. Bon nombre des arguments soulevés par le mémoire en clôture de Popovich sont des éléments qui sont abordés dans le mémoire en clôture de l'accusation. En particulier, le mémoire Popovich remet en cause la crédibilité d'un nombre important de témoins à charge, comme il se doit. Il remet en cause, entre autres, la déposition de PW 128, PW 121 assure en toute connaissance de cause qu'il s'agit de faux témoignages. Le mémoire attaque également le témoignage de Bomir Nikolic, Miroslav Deronic, ainsi qu'un certain nombre de témoins à charge significatifs. La crédibilité de ces témoins est évoquée dans le mémoire en clôture de l'accusation, donc je ne vais pas les aborder maintenant. Encore une fois, je vais essayer de circonscrire mes arguments à quelques-unes des questions fondamentales où nous répondons au mémoire en clôture de la défense pour essayer de mettre en exergue la participation de M. Popovich et sa contribution à l'entreprise criminelle commune, tels qu'ils sont plaidés dans l'acte d'accusation, parce que la défense a consacré énormément de temps sur l'existence de ces conversations téléphoniques interceptées dans sa thèse. Je crois que certains points doivent être mis en exergue à cet égard parce que la défense BRA a également remis en cause les éléments de preuve. Vous avez entendu les éléments de preuve sur les 28 écoutes téléphoniques, les opérateurs qui ont présenté ceci. Il s'agissait d'éléments de deuxième corps de la BIH, de département chargé de la guerre des systèmes anti-électronique, la 21e division, le MOOC de la BIH. Vous avez entendu depuis plusieurs mois, y compris les témoignages des commandants de section, d'escouade, de chefs. Vous avez reçu les témoignages sur la manière dont on procède à ces écoutes téléphoniques, la partie mécanique, les carnets de notes, les pages imprimées, l'équipement physique qui est requis, la formation des opérateurs et ce qu'ils ont appris sur le plan technique. Vous avez entendu beaucoup parler des protocoles, des critères qui sont mis en place ou des normes lorsqu'elles sont utilisées pendant le système d'écoute. Vous avez entendu le témoin de l'accusation, les analystes de l'accusation parler en fait de ces projets d'écoute téléphonique qui ont été mis en place pour valider et authentifier les éléments de preuve que sont ces écoutes téléphoniques. Vous avez entendu ce que signifiait la chaîne de conservation. Vous avez eu l'occasion de tenir compte de toutes ces questions lorsque vous vous déterminerez sur la recevabilité des éléments de preuve avant avant même d'avoir entendu les éléments de la défense. J'avance que ces témoins établissent au-delà de tout doute la précision, l'authenticité, la fiabilité de ces éléments de preuve. Et les témoins qui ont été présentés par la défense ne changent rien à cela. Vous avez entendu Blagojevic, l'officier chargé des transmissions du corps de la Drina. C'est celui qui vous a dit que la conversation interceptée était impossible. Il a également confirmé, bien qu'il n'a pas suivi les règles, que ceci serait le résultat d'une conversation interceptée. Et que le manquement au règlement donne lieu justement à ces éléments de preuve, ces conversations interceptées. C'est en général ce que cela produit. Cela se trouve au compte-rendu d'audience 22-333 jusqu'à 22... de page 18 à 22. Un rapport qui a été présenté par Popovich confirme également qu'il y a eu des pratiques peu professionnels dans l'utilisation de l'équipement de transmission au sein des rangs de la VRS. C'est la pièce 3D 0319. Il déclare également au niveau de cette pièce: nous avons obtenu des informations pour nos unités qui sont extrêmement négligentes lorsqu'ils se servent de ces équipements de transmission. Vous avez entendu de la défense du témoin Velio Palic qu'il a travaillé pour le régiment de 67e régiment des transmissions. Il a reconnu qu'il s'agissait qu'il était possible d'intercepter des communications le long de systèmes le long d'ondes de relais utilisées par la radio, ondes hertziennes. Il a également indiqué, il a donné un exemple sur la possibilité de changer les fréquences lorsque on changeait les ondes et qu'on passait de 1 MHz à 2 MHz. Il a présenté le chiffre 783 à titre d'exemple, que ceci correspond à une fréquence particulière, 1 MHz, au lieu de 75, 48
RHU 800, ce sont les conversations téléphoniques interceptées. C'est en tout cas les éléments qui ont été présentés dans cette affaire. Et bien sûr, vous avez entendu Rodich en parler, le principal expert de la défense, qui a témoigné sur les capacités techniques dont disposait la BIH pour intercepter les communications de la VRS. Je souhaite rappeler aux juges de la Chambre que M. Bodic a admis que ces écoutes téléphoniques par la BIH et sur des systèmes RRU-1 et RRU-800, qui étaient des dispositifs radio en principe, il a déclaré que à 12 513, lignes 5 à 9, je crois que vous avez précisé qu'au début de votre témoignage, qu'en général, il était possible pour la BIH d'intercepter les communications. Il répond en disant oui, c'est ce qui est dit ici, eu égard à l'équipement qui a été utilisé pour déterminer les différentes fréquences sur le RRU1 et le RRU800. Dans certaines circonstances, on pouvait intercepter les conversations. Ensuite, il parle des conditions et des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas intercepter les communications avec succès. Il est parvenu à une conclusion basée sur des calculs de cahier des charges techniques de certains équipements qu'il a examinés, et il laisse entendre même que les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas intercepter les communications de la VRS, c'est parce que l'antenne n'était pas orientée correctement. Et en d'autres termes, il laisse entendre que l'antenne n'était pas dirigée dans la bonne direction. À la lumière des éléments de preuve présentés dans cette affaire, il est clair que ce qu'il suggère est tout à fait absurde. Tout d'abord, les réseaux hertziens en ex-Yougoslavie étaient un secret de polichinelle pour les parties au conflit. Cela existait avant le conflit et tout le monde était au courant. Souvenez-vous qu'il y avait une carte de travail qui a été présentée au dossier dans cette affaire P01468. C'était une carte de travail de la BIH sur le système de transmission relais par radio. Monsieur Rodich, on a présenté cela à M. Rodich, cette carte, et il a admis que cette carte décrivait correctement les systèmes de relais de Glasanica à Zvornik, ce qui est mis en cause par la défense dans cette affaire. Cette carte indique clairement qu'il avait la capacité, en tout cas la connaissance, et il savait comment les conversations pouvaient être interceptées et comment il fallait diriger les antennes. De surcroît, et il y a des éléments de preuve qui indiquent que la BIH connaissait les fréquences et que la défense prétend ne les avoir jamais changées depuis 1993. Ceci est présenté au dossier dans la pièce numéro P028-2, qui illustre le système des fréquences qui correspondait au plan des fréquences qui a été établi en 1993. M. Blagojevic l'a dit dans ce témoignage, ainsi que M. Rodich. Nous avons 680 MHz, et ceci correspond au canal utilisé entre Veliki, Jepa et une autre ville inaudible. La conclusion des arguments de la défense. Les arguments de la défense. Correction de l'interprète. La défense, dans ses arguments, ne peut conclure que, bien que la VIH ne peut pas identifier les fréquences sur un plan de travail de 1993, en tout cas, c'est pour la même raison qu'en 1995, il n'était pas en mesure de reconnaître ces mêmes fréquences. Et donc, ils ne savaient plus dans quelle direction orienter leurs antennes. En 1993, Rakonelic a présenté un rapport, et dans son rapport P03425, qui est daté du 22 avril 1993. Dans ce rapport, il déclare « Nous avons confirmation du fait que l'ennemi est en train d'intercepter nos communications radio-relais de façon importante, en particulier ceci est actif sur les centres d'interception de Tuzla et Gorajdé. » Vous pouvez voir dans quelle mesure est absurde la position de la défense pour ce qui est des capacités de l'armée BIH de écouter ces conversations interceptées. Et Monsieur le Président, et je suis sûre que la Chambre, après avoir parcouru tous les moyens de preuve,
crédible dans cette affaire, vous allez conclure qu'il s'agit des moyens de preuve exacts qui sont très fiables et vous allez voir que cela a une valeur probante importante pour ce qui est des circonstances dans cette affaire et ce qui est encore plus important par rapport aux actes et au comportement de l'accusé. Lorsqu'il s'agit de M. Behara, ces moyens de preuve concernant les conversations interceptées, ensemble avec d'autres moyens de preuve qui sont témoignages ou documents qui ont été présentés dans cette affaire, établissent que, comme cela a été le cas dans le cas pour ce qui est de Ljubiš Behara, établissent qu'il s'agissait de la même implication à la perpétration des crimes de façon pratique pour ce qui est des charges retenues contre M. Popovic dans l'acte d'accusation et détermine sa culpabilité sans aucun doute raisonnable. Et ces moyens de preuve ne peuvent pas être considérés sans contexte. Le président, oui, M. Van Der Poel, M. Van Der Poel, oui, Monsieur le Président. Lorsque j'ai lu le mémoire en clôture de la défense Popovic, si je me souviens bien, cela aurait pu être Behara, mais je pense qu'il s'agissait du mémoire en clôture Popovic, qu'il y a une assertion selon laquelle, par exemple, jusqu'à la date du 8 août 1995, l'antenne de l'armée BIH qui servait pour écouter les conversations interceptées, cette antenne a été orientée vers une autre zone où il y avait un conflit, oui, et de cette façon que, par conséquent, cela excluait la possibilité d'écouter les communications interceptées dans la zone de la responsabilité ou d'activité du corps de l'étranger. M. Van Der Poel, c'est exact. Le président, je ne sais pas si c'est par rapport à Popovic ou pas, mais j'aimerais savoir ce que vous allez à dire par rapport à cela, M. Van Der Poel, pour ce qui est de l'orientation de l'antenne, le président, et pour ce qui est de la conclusion. Alors, concernant donc l'élimination de la possibilité, exclusion de la possibilité d'écouter les conversations interceptées pour ce qui est du corps de la Trina dans le cadre de la zone où l'antenne, vers laquelle l'antenne n'a pas été orientée. Monsieur Van Der Poel, je peux répondre à cette question, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on passe au huis clos partiel pour que je le fasse. Le président, très bien. Si vous préférez, nous pouvons en parler plus tard lorsque cette question sera soulevée. On fournit cette explication pour ce qui est de l'orientation de cette antenne et cela a été donc soulevé dans la mémoire en clôture Popovic. C'est comme cela que cette question a été soulevée et traitée. Le président. Passons maintenant aux audiences publiques, monsieur le Président. D'abord, j'ai voulu donc donner une réponse à ce que Défense Popovic a avancé dans son mémoire en clôture, qu'il n'y a pas d'acte légal ou aucun acte légal pour ce qui est des personnes capturées qui sont sous la compétence des organes de sécurité, et c'est au paragraphe 6, 7, 5. Et je pense qu'on suggère ici que M. Popovic n'avait aucune responsabilité pour ce qui est des prisonniers de guerre dans cette affaire, bien que cela soit couvert dans le mémoire en clôture. Je pense qu'il est important de dire que cela se base sur le témoignage de M. Butler et d'autres moyens de preuve, en particulier sur son rapport concernant la responsabilité du commandement. Il faut dire au début que l'implication de la direction chargée de la sécurité, à savoir les organes chargés de la sécurité, pour ce qui est des questions concernant les prisonniers, est quelque chose qu'on peut donc par rapport auquel on peut avoir des réflexions concernant le contrôle de la police militaire. C'est également dans le règlement, et M. Butler en a parlé au compte-rendu, page 19, 638, 1 à 19, et
19 940 40 à 10. C'est quelque chose qui a été illustré dans ces documents qui ont été présentés dans cette affaire. Et il y a aussi des rapports entre l'organe de sécurité, la police militaire et les prisonniers dans de différents documents. L'un de ces documents est P00196. C'est un exemple pour ce qui est du rapport entre les organes de sécurité et les organes de sécurité subordonnés pour ce qui est des prisonniers de guerre. Et la directive de l'état-major principal a été transmise à ces organes pour ce qui est du traitement des prisonniers, où il est dit, je cite, tous les prisonniers membres de l'armée ennemie doivent porter des menottes. Il faut donc lier leurs mains en utilisant tout moyen disponible. Après leur capture, il faut les fouiller et tous les objets, il faut saisir tous leurs objets, mis à part leurs vêtements et leurs chaussures. Et ensuite, il est dit, il faut faire un rapport officiel par rapport à cela. Et ensuite, il est dit, la localité où les prisonniers de guerre sont rassemblés devrait être une localité où les prisonniers seront absolument en sécurité. Il faut qu'il y ait du personnel des organes de sécurité, de l'organe chargé du renseignement, ainsi que des organes de la police militaire qui s'occupent de l'interrogatoire et de la garde des prisonniers de guerre. La défense admet que, et c'est au paragraphe 676 de leur mémoire en clôture, que le commandant de l'unité est autorisé à donner des ordres légaux à ses subordonnés qui font partie des organes de sécurité. Également, ils disent qu'il n'y a pas de preuves selon lesquelles le général Krstić ou le général Jivanović ou un commandant supérieur aurait donné des ordres à M. Popović concernant les prisonniers de guerre. Monsieur le Président, la preuve pour ce qui est de ces ordres et les conclusions qu'on peut tirer de ces ordres, c'est implicitement relié au comportement de M. Popović et de son implication directe pour ce qui est des questions concernant les prisonniers, pour ce qui est des meurtres et des détentions, ainsi que des transferts forcés qui ont été commis dans cette affaire. Donc, j'aimerais aborder des questions concernant des crimes retenus contre M. Popović, et j'aimerais également parler des assertions dans le mémoire de clôture de la défense pour ce qui est de la participation de M. Popović à la perpétration du crime à Bichina et qui n'a pas été abordé dans l'acte d'accusation. Le mémoire de clôture Popović conteste les moyens de preuve pour ce qui est de sa participation à l'exécution de 39 hommes musulmans là-bas. Il dit que dans ce cas-là, on peut utiliser la défense d'alibi de façon partielle. Au paragraphe 654 du mémoire en clôture, la défense donc avance que Popović n'était pas là-bas pendant les exécutions et qu'il est arrivé là-bas plus tard au moment où ces 39 hommes ont été enterrés. Et ils disent qu'il était ailleurs en Zvornik à l'époque où ces exécutions ont eu lieu et qu'il est arrivé là-bas au moment où il y avait des enterrements de ces hommes. Et ces déclarations ont été versées au dossier conformément à l'article 92 bis. D'abord, ils ont présenté la déclaration de Milenko Popović, qui est frère de M. Popović, je crois. Ensuite, ils ont présenté la déclaration de Dragiša Čojić, qui était son collègue, et ensuite la déclaration de Slaviša Vlačić. C'est la personne pour laquelle la défense dit que M. Popović était avec lui dans la matinée du 23 juillet 1995. Et je dois dire qu'il faut rejeter cette défense d'alibi parce que ni le frère de M. Popović, Mirko Kojić, ni autres témoins ne peuvent pas n'ont pas dit quand ils l'ont rencontré et que cette date ne peut pas être la date valide conformément à des déclarations. Bien que l'accusation conteste la véracité ou la quantité ou le caractère suffisant de cette défense d'alibi partielle,
le fait que M. Popovic était présent sur le site d'exécution et a été prouvé de façon suffisante par le modèle de comportement dans cette affaire. Cela montre que M. Popovic était au courant des exécutions. Cela montre qu'il était tout à fait conscient de la perpétration de ces crimes et par rapport auquel il aurait été obligé de les arrêter en tant que membre du corps des officiers de la VRS et en particulier en tant que quelqu'un qui avait le pouvoir de les arrêter. Dans la pièce à conviction P00028, on peut trouver les instructions du parquet militaire pour ce qui est de la détermination des critères concernant des procédures au pénal, au paragraphe 2 et 3, à la page 8 de ce document, on peut lire la chose suivante. Et j'aimerais plutôt lire les deux. If officers merely find out Si les officiers apprennent que les unités des forces armées de l'armée de la République Srpska ou leurs membres avaient commis ou sont en train de commettre de tels actes, et si ces officiers ne prennent pas de mesures pour prévenir les conséquences de ces actes eux-mêmes, et s'ils omettent de intenter des procédures au pénal à l'encontre des auteurs de ces crimes, cela les rend coupables de ces infractions pénales. Cela veut dire que les officiers de toutes les unités doivent accepter l'obligation pour ce qui est de la rédaction des rapports portant sur tous les incidents qui pourraient être considérés comme des infractions pénales, indépendamment du fait si ces crimes avaient été commis par des membres de l'armée de la République Srpska ou les membres de l'armée ennemie, et de donc envoyer cette information au commandement. Pour ce qui est également des incidents qui étaient arrivés auparavant. Et je pense que il y a des moyens de preuve qui parlent de cela. Et ce qui est important pour ce qui est de ce point, c'est qu'il y avait des instructions comme celle-ci, je crois, en 1992, et c'est quelque chose que, par rapport à quoi M. Popovic aurait été nécessairement au courant. Et le fait qu'il n'a pas pris de mesures prescrites jette plus de lumière sur sa participation à des activités criminelles qu'il observait. Et cela nous dit quelque chose pour ce qui est de son intention et non seulement pour ce qui est de sa participation à cette exécution particulière. Et cela nous dit quelque chose également pour ce qui est de son intention qui a été établie par sa présence à des sites d'exécution en masse qui ont eu lieu avant à Zvornik. Les moyens de preuve concernant Bichina montrent des éléments que les éléments de la police militaire du corps de la Drina y ont été participés et M. Popovic avait le contrôle d'office sur ces unités ainsi que sur le 10e détachement de sabotage. Il s'agit principalement des unités qui ont fait des exécutions à Bichina. Et je vais remarquer que les mêmes éléments ont été impliqués à la perpétration des crimes à la ferme militaire à Branievo le 16 juillet. Vous avez le témoignage des membres du 10e détachement de sabotage qui a témoigné également sur la présence de la police militaire du corps de la Drina qui a escorté son unité jusqu'à la ferme à Branievo ce matin-là au moment où les exécutions ont eu lieu. Ensuite, il y a des preuves selon lesquelles M. Popovic avait des rapports relativement étroits avec le 10e détachement de sabotage même. Il y a un témoignage également qui nous démontre qu'il venait dans cette unité pour parler à leur commandant. C'est au compte-rendu à la page 14013, ligne 15 et 16. Il y a d'autres moyens de preuve qui démontrent son rapport
avec tout cela. Vous avez eu l'occasion de voir et d'évaluer le témoignage des témoins protégés PW 172 et PW 175 et les deux témoins, dans leur témoignage, ont établi la participation directe de M. Popovic à Bichina. PW 172 a placé M. Popovic à Bissina pendant les exécutions et pendant l'opération d'enterrement, d'ensevelissement. Vous avez entendu comment il a décrit ses échanges avec M. Popovic et ce qu'il lui a dit après les exécutions. Il dit au compte rendu 32 573 ligne 18 jusqu'à 32 574 ligne 9, je cite, j'ai trouvé de la force et j'ai eu du courage pour approcher Voïdin Popovic et à ce moment-là, j'ai eu peur ou j'ai eu pitié. Je ne sais pas comment expliquer cela. J'ai donc vu tout ce que j'ai fait, le trajet que j'ai eu et tout ce qui s'est passé. Avant ce moment-là, je n'ai jamais parlé à Voïdin Popovic ni avant ni après. Cela, je ne l'ai pas approché du tout en aucune façon. Cela n'a pas été nécessaire. Pourtant, après avoir entendu les histoires d'autres soldats, je me suis rendu compte qu'il donnait des surnoms à tous les officiers. Je ne sais pas comment il s'adressait à eux directement, probablement en leur adressant, en citant leur grade. Je suppose que c'était comme cela. Par exemple, Charles Jovanovic avait pour surnom Gilet et Krstić Curley. Pour ce qui est de Voïdin Popovic, son surnom était Pop à ce moment-là. J'ai donc eu du courage pour l'approcher. Quelque chose s'est passé dans ma tête. Je ne l'ai pas approché en tant qu'officier. À ce moment-là, je l'ai approché pour lui dire Pop, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai jamais eu la réponse. Fin de citation. Ce témoignage, sans aucun doute, nous dit que M. Popovic était présent à ce site, qu'il a participé à la coordination, organisation et contrôle de l'exécution de 39 hommes qui ont été tués à cette zone lointaine. Et il n'est pas clair pourquoi, dans le mémoire en clôture de la défense, en paragraphe 6, 5, 8, et je cite, que PW 172 a vu Popovic après les événements et a pu seulement supposer ce qui s'est passé là-bas avant, dans le contre-interrogatoire et dans les réponses fournies à l'avocat de la défense. Là se trouve au compte rendu 32 958, ligne 11 à 17. On vous a posé des questions suivantes, je cite. Pourriez-vous répondre à la question suivante? Étiez-vous certain pour ce qui est de ce que vous venez de nous dire? Réponse, je crois qu'il était là-bas. Question, si vous dites je crois ou je pense, est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas absolument certain de cela? Pouvez-vous être plus précis? Pendant que les exécutions se déroulaient, pendant donc ces événements, la réponse, il était là-bas. Fin de citation. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans cela. Comme vous le savez, la présence du témoin protégé PW 172 à ce site est donc prouvé par les registres de véhicules qui nous montrent qu'il a fait un trajet jusqu'à ce site CP 0486. De plus, PW 165 a transporté des éléments du 10e détachement de sabotage qui faisait partie du peloton d'exécution à Dragachevat ce matin-là. Son témoignage également a été corroboré par les registres de véhicules et reflète le fait que M. Popovic a été impliqué. Vous pouvez trouver cela également au compte rendu. Et c'est à la page 32 782, ligne 10 à 12. L'application de Popovic à la perpétration de ces crimes coïncide avec une conversation interceptée qui le relie avec l'une des victimes qui a été identifiée plus tard à l'aide de l'analyse des échantillons d'ADN, et c'était sur le site même, dans une fosse. Monsieur le Président, la seule chose que M. Popovic ait pu faire
à Bichina le 23 juillet 1995 en tant que l'officier le plus haut gradé présent là-bas et de coordonner, organiser, exécuter les ordres qu'il avait reçus précédemment de son commandement. Pour ce qui est de l'exécution de ces hommes, il n'y a pas d'autres explications. Pour ce qui est de sa présence là-bas à ce site, pas d'autres explications, aucune. Les moyens de preuve présentés dans cette affaire démontrent que ses connaissances, son intention ainsi que son comportement concernant les prisonniers qui se trouvaient dans les écoles dans la zone de Zvornik, à l'école de Harachovat, où il était présent à la date du 14 juillet, à l'école de Rochevich, où il était présent à la date du 15 juillet, à l'école de Kula, où il était présent le 16 juillet. De la nature et le degré auquel M. Popovich a été impliqué aux exécutions à Bichina pratiquement sont donc les mêmes pour ce qui est de les circonstances de sa présence et participation à la perpétration des crimes à Zvornik. Et avant de parler de moyens de preuve, les plus importants pour ce qui est de l'implication de M. Popovich à ces exécutions et de sa contribution significative pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune du meurtre. Et je vais parler de l'entreprise criminelle commune pour ce qui est du transfert forcé. M. Popovich a été impliqué à l'exécution de cette entreprise criminelle commune pour ce qui est du transfert forcé de la population de Srebrenica de Jepa, et cela est clair pour ce qui est du dossier de cette affaire. M. Popovich a été impliqué dans la discussion avec Général Krstić après la réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana. Et lors de cette réunion, il a été question des autocars qui allaient être utilisés pour transporter les hommes et les enfants de Potocari. Le général Krstić, comme vous le savez, a été fortement impliqué à la mobilisation du moyen de transport ainsi que les autocars dans la matinée du 12 juillet, donc beaucoup de temps avant la réunion à l'hôtel Fontana. Les moyens de preuve démontrent que M. Popovich a discuté avec le général Krstić pour ce qui est des questions concernant la sécurité des autocars, l'aspect de la colonne, et cela se trouve dans le compte-rendu à la page 1440, ligne 1 à 5. M. Popovich a donné pour mission à Mimo Mikolic de aider et de coordonner ainsi que d'organiser la séparation des hommes musulmans à Potocari des autres, et pour ce qui est du transfert des femmes et des enfants, et cela démontre son implication immédiate, directe dans ce processus. Au paragraphe 387 du mémoire contre de la défense, ils disent qu'il n'y avait pas de raison pour lesquels Popovich aurait dû penser que l'évacuation allait être menée de façon illégale. D'abord, donc, Monsieur le Président, vous avez les moyens de preuve dans cette affaire. Quelle était la nature de ces séparations forcées, la brutalité de ces actes qui ont été perpétrés contre les hommes qui ont été séparés de leur. Je ne vais pas réitérer tous ces moyens de preuve parce que, comme vous le savez, vous pouvez imaginer, tout cela a été présenté dans notre mémoire en clôture de l'accusation. Nous savons que M. Popovich était physiquement présent à Potocari aux dates du 12 et 13 juillet. Il avait l'occasion d'observer et de devenir conscient des abus sérieux et des crimes qui ont été perpétrés par les forces de la VRS là-bas. À la date du 13 juillet en particulier, il a été vu près de la Maison Blanche où nous savons les hommes ont été séparés de l'air et des hommes ont été détenus également, malmenés physiquement, et certains d'entre eux ont été tués également. Vous allez vous rappeler le témoignage d'un officier du bataillon néerlandais, commandant Routine, qui a vu Popovich là-bas. Il l'a vu parler aux officiers serbes, il les a vus donner des instructions et des directives. Monsieur Routine était un officier expérimenté et il a pu remarquer que Monsieur Popovich avait l'air d'une personne qui commandait et qui avait de l'autorité. En d'autres termes, il était présent là-bas. Il y a beaucoup de moyens de preuve pour ce qui est de la nature illégale et criminelle des événements qui ont eu lieu à Potocari. M. Popovich
en était informé de tout cela, même s'il ne les a pas vus personnellement. Le juge, quoi, M. Banepo, je n'ai pas le mémoire en clôture, mais je peux supposer que M. Popovich a fait référence au transfert forcé des femmes et des enfants dans son mémoire en clôture. Et là, vous parlez de la séparation des hommes. M. Oui, la raison est la suivante, c'est parce que le transfert forcé des femmes et des enfants avait été facilité par la séparation des hommes des leurs, et également M. Popovich a été impliqué d'une certaine façon au transport des femmes et des enfants, ce qui se trouve dans le compte rendu. Le juge, pouvez-vous m'expliquer la signification du terme facilité? Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait été difficile ou impossible de transférer les femmes et les enfants sans la séparation des hommes? Monsieur non, monsieur le juge, ne suggère pas que cela soit impossible. Je avance qu'il y avait une situation d'insécurité créée parmi la population qui devait être transférée. Lorsque vous êtes séparé de ceux que vous aimez, lorsque vous ne savez pas ce qui va se passer pour ce qui est de ces personnes, les personnes deviennent dociles, une foule docile, et qu'on peut donc faire déplacer de façon plus facile. Il est plus facile de prendre une personne qui est en détention et qui ne sait pas quel serait son destin, quel serait le destin de ses proches, et il est également plus facile dans ce cas-là pour ce qui est de ces personnes, de les détenir lorsqu'ils ne savent pas où se trouve leur famille. Ce sont les conséquences de vos actions. Quand vous ne savez pas quelle serait la suite des événements, ce qui a contribué de façon significative à cette ambiance de peur, et ce qui a facilité le transfert forcé des hommes et des enfants à Potocari, c'est que la séparation des hommes qui faisaient partie intégrale de cette situation où la paix régnait. Le juge merci, continue, M. Randepo. Pour ce qui est de façon illégale, du caractère illégal du transport forcé, il y a une conversation interceptée P0113 du 12 juillet à 12h50 où on a pu entendre le général Mladic, et cette conversation interceptée souligne ce que M. Popovich aurait dû savoir. On peut dire qu'il a été souligné là que ce n'est pas M. Popovich qui s'est adressé, mais dans une autre conversation interceptée dans laquelle Jean Mladic dit, lorsqu'on lui a dit que les autocars commencent à partir pour transporter les gens, il dit, ils ont capitulé et ils se sont rendus, et nous allons les évacuer tous, ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas. Et il continue à parler de ces autocars. Il s'agit des mêmes aspects de sécurité dont Popovich a parlé avec le général Krstić lorsque l'un des témoins l'a entendu, et qui a témoigné ici, dans la même mesure où M. Popovich connaissait les aspects de sécurité pour ce qui est du transfert de la population à bord de ces bus, la structure et le nettoyage des routes, des mines, etc. Il aurait dû être au courant du plan illégal, il aurait dû être au courant du plan qui devait être envoyé concernant envoyé de cette zone de ceux qui ne voulaient pas, qui voulaient partir. Le 13 juillet à 9h30, M. Popovich a rencontré Jean Mladic, Jacques Krstić, et secrétaire Mirovacic, au commandement du QG de la Près de Pratonac, et le sujet de leur discussion était la continuation de l'évacuation de la population civile qui restait à Srebrenica pour aller à Kladane. Et cette réunion a été enregistrée dans la dépêche qui préparait par Mirovacic. C'est la pièce P00886. La présence de M. Popovich à cette réunion a été enregistrée ou documentée dans la déclaration sur les faits de Mirinkovic au paragraphe 8. Je ne crois pas que le mémoire Popovich traite de la question du transfert forcé des milliers de personnes, des hommes séparés de la colonne qui ont été pris et emmenés à Zvornik où ils ont été exécutés. Mais sa participation au transfert de ces hommes est tout à fait établie dans le dossier de cette affaire. Le 13 juillet, M. Popovich a appelé Drago Nikolic pour lui dire que les prisonniers détenus à Bratunac devaient être transférés à Zvornik où ils devaient être tués. Le lendemain, M. Popovich, M. Behara
et M. Nikolic se sont réunis au quartier général de la brigade de Zvornik, où, sur la base des événements, tous deux ont procédé et suivi dans cette réunion. Ceci indique qu'ils ont clairement coordonné et organisé le transfert et la détention de ces prisonniers. Indépendamment donc, à la suite de la réunion, M. Popovic a conduit une colonne de milliers de prisonniers de Bratunac à Zvornik, où ils ont été reçus par M. Nikolic, et on les a répartis dans les écoles de Zvornik, dans le secteur de Zvornik, où tout avait été préparé pour effectuer leur exécution. Vous avez entendu la déposition du témoin PW 138. La défense fait valoir dans son mémoire, au paragraphe 429, que ce témoin voulait simplement se protéger de la responsabilité d'avoir conduit le convoi en déclarant qu'il circulait derrière Popovic qui était dans sa Golf et conduisait le convoi. Maintenant, on ne voit pas exactement comment cette stratégie d'avoir admis cela peut atteindre ce but, puisque ni la dans aucun cas, PW 138 n'a exclu sa participation. Il aurait pu la nier complètement, mais en fait, il a admis sa participation pour ce qui se prête à la crédibilité de sa déposition. Et c'est le détail de sa déposition qui porte l'indice de vérité et démontre comment la participation de M. Popovic dans le transfert de ces témoins a eu lieu, et donc ce témoignage est contraignant. Si vous vous rappelez, PW 138 a dit comment Popovic lui avait dit de le rejoindre près d'une station, une aire de stationnement des cars à Bratunac dans la matinée 14 juillet. Il a dit à P138 où garer un PCAA, et lui a demandé de l'utiliser. Il est apparu dans sa Golf bleue et a donné pour ordre à PW 138 de se déplacer. Il est revenu et lui a dit de se déplacer encore, puis il lui a dit de refaire du carburant pour la PC, s'il c'était nécessaire, de reprendre du carburant. Puis il est revenu, et après une colonne de cars qui s'était réunie derrière la PC, Momir Nikolic a attesté qu'il pensait que c'était à environ 1,5 km et qu'elle faisait environ 1,5 km de long. Le témoin PW 138 a dit qu'il avait suivi M. Popovic jusqu'à Orahovac, et M. Popovic avait en fait donné le rythme qu'il suivait. Les éléments de preuve également correspondent au fait que M. Popovic, à l'évidence, avait dirigé lui-même l'opération des tueries, et souligne sa contribution essentielle et importante à son exécution, à sa mise en œuvre. Il montre la coordination et l'organisation dans l'application des ordres du commandement des structures de la VRS, ainsi qu'avec Drago Nikolic et Lucia Behara, et du commandement de la brigade de Zvornik, son personnel, ses ressources. Ceci montre comment cette opération a été coordonnée. L'indication la plus claire du fait que M. Popovic était au courant et sa participation à l'opération de meurtre est démontrée, comme je l'ai dit, par cette déclaration brutale de Momir Nikolic le 12 juillet, selon laquelle tous les Baliyas devaient être tués. Momir Nikolic a suggéré, en ce qui concerne les sites de détention et d'exécution, il dit où il en a été discuté. Vous avez ensuite l'appel de Drago Nikolic dans la soirée du 13, au paragraphe 244 de la mémoire de M. Popovic, conteste les éléments de preuve selon lesquels il aurait appelé Drago Nikolic pour l'informer du plan de transport des musulmans qui se trouvait à Bratunac et dans le secteur de Zvornik, Bratunac, pour les tuer, et la raison qu'il donne est qu'il n'aurait jamais transmis ceci par une communication téléphonique parce qu'il était au courant de la discipline en sa qualité d'officier chargé de la sécurité. Maintenant, à juger d'après le volume des conversations
écoutées et interceptées en l'espèce, plus particulièrement celles qui concernent directement M. Popovich, cet argument est complètement vide. Si imprudent que cela puisse être, les éléments de preuve en l'espèce montrent que M. Popovich intervenait dans plusieurs conversations enregistrées, montrent même qu'il avait des conversations avec Drago Nikolic, et dans cet appel en particulier, il était évident qu'il s'agissait d'une communication très sensible, et s'il n'exclut pas du tout le fait que ça a eu lieu, et même la défense conteste l'existence d'un plan pour tuer les musulmans détenus et les garçons détenus avant le 14 juillet. Le président, oui, un instant. L'accusé Béhara, excusez-moi, mais il faut que je sorte un moment. Le président, garde sécurité, veuillez escorter l'accusé, s'il vous plaît. Nous allons continuer, le colonel Béhara, ou peut-être, je ne sais pas, M. Stoïch n'est pas en train de plaider pour le moment. Maître Stoïch, je pense que nous pouvons poursuivre, Monsieur le Président. Le Président, bien. Allez-y. Monsieur Van der Poel, merci, Monsieur le Président. In their brief, paragraph 457, Dans leur mémoire, au paragraphe 457, la défense de Popovich soutient que si un tel plan avait existé, il aurait été immédiatement mis en œuvre les 12 et 13 juillet. why this would not be the case as well. Maintenant, clairement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas être le cas. Premièrement, il fallait un certain temps pour séparer le grand nombre d'hommes qui se trouvaient à Potocari. Il fallait du temps pour rassembler les milliers de prisonniers qui continuaient à être capturés tout au long de la journée du 13 juillet. Et il y a peu de doute que la VRS n'était pas préparée à un grand nombre de prisonniers qu'ils ont réussi à capturer pendant cette période. Et également le nombre de prisonniers qu'ils avaient à garder le 13 juillet, ce qui fait qu'il était impossible pour eux d'effectuer ces assassinats de façon tranquille et efficace à Bratunas. Les organes internationaux avaient encore du personnel qui opérait dans le secteur. Maintenant, dans l'interview dont j'ai parlé précédemment, où M. Béhara était impliqué, il dit qu'il n'était pas possible d'effectuer ces meurtres sur une échelle aussi massive en la présence de représentants de l'ONU. Et ceci, évidemment, est tout à fait logique. Il y a de la vérité là-dedans, étant donné sa participation à ces crimes. Les éléments de preuve montrent que M. Popovich était présent à Orahovac, qu'il a été à Rochevich, qu'il était à Kula, et la mémoire de Popovich au paragraphe 682 dément ou dit que il dément que les prisonniers qui se trouvaient à Orahovac se trouvaient sous le contrôle de M. Popovich, et on ne voit pas clairement s'il s'agit là d'une fonction de commandement au sens du commandement au sens général, au sens familier du terme. En tout état de cause, les éléments de preuve établissent clairement qu'il était présent, indépendamment de ce qu'a dit le témoin PW138. Nous avons les dépositions qui sont attaquées par la défense de Popovich. Il y avait également la déposition de Tanic qui le situe à cet endroit-là. De plus, il y a des preuves de Milorad Tanic qui le situe là, et la déposition de PW101, un officier qui était présent aussi des exécutions et qui correspond à la description de M. Popovich. En ce qui concerne les éléments de preuve présentés, ces éléments de preuve, c'est-à-dire la déposition du témoin PW101, il a dit qu'il avait eu quelqu'un qui correspondait à la description de M. Popovich, essentiellement ce soir-là, et dans leur mémoire au paragraphe 513, la défense de Popovich affirme qu'il n'était pas à Zvornik dans la soirée du 14 juillet. Et en ce qui concerne cela, la défense de Popovich cite Gordon, et je suis sûr que la Chambre de première instance se rappelle la déposition de celui-ci parce qu'elle était absolument pas fiable et était tout à fait contrainte. M. Milanovic a témoigné, pour commencer, en tant que
témoin d'un alibi et il a déclaré que lorsqu'il s'agit des dates, lorsqu'il s'agit des dates et des heures exactes, c'est difficile. Fin de citation. Vous pouvez vous rappeler qu'il a déposé en disant qu'il n'avait pas quitté Vlasenica avant la chute de Srebrenica. Ceci est complètement contredit par une déclaration antérieure qu'il avait faite le 9 mars 2001 à M. Petrušić en ce qui concerne sa défense du général Krstić. Dans cette déclaration, il avait soutenu qu'il était présent à Srebrenica du 5 au 12 juillet et lorsqu'il a été confronté avec cette contradiction, son explication a été à peine intelligible. Au paragraphe 618 du mémoire de Popović, la défense a affirmé que la déposition, le témoignage du commandant du 2e bataillon de la brigade de Zvornik, le commandant Shreko, n'était pas inaudible. Il y a des éléments de preuve en l'espèce qu'à cause de la nature et de l'étendue de leur participation à ces événements, ceux-ci avaient tendance à minimiser leur rôle personnel. Ce que Shreko était l'un de ces témoins, c'est-à-dire bien entendu que ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit ne soit pas vrai. La présence de M. Popović à l'école ne peut pas être expliquée par un motif qui pourrait être attribué à M. Hochimowicz de façon à l'impliquer, de façon à faire un coup monté contre lui. Il n'y a aucun élément de preuve de cela. De plus, le fait que la présence de M. Popović à l'école Rochevich soit caractéristique de sa présence à Orahovac caractérise également sa présence à l'école de Kula et est aussi caractéristique de sa présence à Bichina. Tout ceci soutient, appuie la déposition de M. Hochimowicz concernant sa présence à Rochevich. Il a déposé en disant qu'il avait parlé à M. Popović entre 8h30 et 9h30 le 14 juillet. La veille du jour où M. Popović est venu à l'école, il lui a parlé à la barrière, au commandement de la brigade, au quartier général, je reprends l'interprète. Maintenant, étant donné la Libye très provoquée de la défense de Jordan, je pense que c'est Biljanović. Il est entièrement plausible que M. Popović aurait été à cette école. Il y a eu des exécutions qui étaient effectuées à Orahovac le 14 juillet. Ce jour-là, M. Nikolić se trouvait dans le secteur, M. Behara était dans le secteur, et donc il est logique que M. Popović ait été également dans ce secteur. Il est logique qu'il se soit trouvé à Rochevich le 14 ou le 15, ayant été à Orahovac le 14 et ayant été à Kula le 16. Il faisait partie intégrante de cette opération de meurtre avec M. Nikolić et M. Behara. C'est exactement ce qu'il faisait. Il était en train d'exécuter et de mettre en œuvre l'opération d'assassinat. En ce qui concerne sa présence à Pilica, au paragraphe 683 du mémoire de la défense nie que Popović ait été à l'école de Kula du côté de Midi le 16 juillet. Toutefois, la défense concède, reconnaît, et je cite ici, qu'il était possible qu'il y ait eu une personne correspondant à sa description parce qu'il y avait un grand nombre d'hommes qui correspondaient à la description de Popović et également un grand nombre d'hommes portant moustache qui ont été vus sur de nombreuses vidéos et photos au cours de ce procès. Maintenant, j'ai déjà évoqué un certain nombre des motifs pour lesquels Slavko Perisic, l'identification qu'il a faite de M. Behara et de M. Popović est fiable, mais vous vous rappellerez également qu'en ce qui concerne M. Popović, M. Peric a déposé, dit qu'il avait observé, qu'il avait vu quelqu'un qui était évoqué comme étant Pop. Et nous savons, d'après les preuves des écoutes en l'espèce, que le témoignage
d'un témoin à l'espèce, c'est que c'était le surnom de M. Popovitch. Le témoin PW 172 a également attesté cela. Maintenant, l'ensemble de la défense, tous les membres de la défense ont soutenu qu'un subordonné ne pourrait pas se référer à M. Popovitch comme Pop. Le témoignage de PW 172, en fait, dit bien le contraire. En outre, il y a de nombreux exemples dans lesquels vous pouvez voir que les officiers qui sont subalternes par rapport à M. Popovitch l'appelaient Pop dans les éléments que l'on trouve dans les écoutes téléphoniques et parmi eux Drago Nikolic. La défense a concédé qu'il était possible que quelqu'un correspondant à la description de M. Popovitch se soit trouvé à Pilicha ou autour de Pilicha le 16 juillet à midi, ou quelqu'un qui portait une moustache peut s'être trouvé là, bien entendu, ceci négligeant l'aspect de l'identification par M. Perisic de M. Popovitch comme étant Pop, à savoir que quelqu'un l'aurait appelé Pop, de sorte que la question était que, alors qu'il y aurait pu y avoir d'autres hommes qui correspondaient à la description de M. Popovitch qui allaient et venaient portant une moustache dans la VRS, combien d'entre eux se trouvaient également là avec le surnom de Pop, combien d'entre eux étaient effectivement appelés Popovitch, combien d'entre eux auraient été présents avec quelqu'un qui se trouvait juste avoir l'air de Ljubisa Behara, combien de ces personnes auraient pu se trouver avoir été là, qui font l'objet de références dans les écoutes téléphoniques correspondant aux événements de Pilicha le même jour, lorsqu'il semble avoir été vu là, et combien de ces personnes dont les noms apparaissent sur les reçus de carburant qui correspondaient des trajets vers Pilicha. Les preuves que Vojadin Popovitch était présent à l'école de Kula et qu'il a participé aux exécutions sont donc étayées par des preuves documentaires indépendantes, comme ceci est établi en l'espèce, au-delà d'un doute raisonnable. La corroboration de cette participation se trouve dans les éléments de preuve des écoutes que j'ai mentionnées et que je décris brièvement. Vous vous rappelez l'écoute du 16 juillet à 13h58, il s'agit d'une conversation à 4 correspondants dans lesquels il y a un officier de service de la brigade de Zvornik, Milorad Turbich, qui était en train d'essayer d'obtenir du carburant qui avait été demandé pour M. Popovitch, et cette conversation, cette écoute, parle d'environ 500 litres de carburant D2, et il dit à l'officier de service que M. Popovitch en a besoin. Puis, au téléphone, il parle à M. Basevich, officier des services techniques du corps de la Drina, au service de l'arrière, et il lui dit qu'il lui transmet le message 500 litres de D2 sont nécessaires d'urgence pour M. Popovitch. Sinon, le travail qui est en cours devra s'arrêter. Il parle de Pavel Golic et il dit Pop vient juste de m'appeler, m'a dit de me mettre en contact avec vous. 500 litres de D2 doivent lui être envoyés immédiatement, sinon son travail va s'arrêter. Il dit oui, 500 litres, sinon son travail va s'arrêter. Il parle également à un autre correspondant non identifié et dit un car chargé de carburant doit aller au village de Pilicha. Il a donc des éléments de preuve très clairs en l'espèce qui relient M. Popovitch à ses exécutions. Vous rappellerez qu'il y avait d'autres écoutes dans lesquelles M. Popovitch est mentionné comme se trouvant dans le secteur de Zvornik. Il y a le carnet de l'officier de service qui indique également à 14 heures qu'il y a une demande pour un car avec avec 500 litres de D2 en remplissant complètement son réservoir et que l'officier de service et Golic ont été informés. C'est un exemple patent de la façon dont l'organe de sécurité et l'administration chargée de la sécurité fonctionnaient au sein des structures normales du commandement, à la fois de la brigade et du corps. Vous avez vu l'ordre d'envoi du carburant qui est daté du 16 juillet et qui se lit pour le lieutenant-colonel Popovitch. Et vous avez entendu la déposition selon laquelle en fait il y a eu du carburant qui a été livré près de Pilicha. Vous avez vu la conversation écoutée à 21h16 du 16 juillet, constituant la pièce P01 261 où M. Popovitch rend compte
au commandement du corps de la Drina. Il parle à Rakic et il dit en fait, dites au général que j'ai terminé le boulot et tout est fini. Fermez les guillemets. Et le 17 juillet à 16h22, il y a une autre conversation écoutée enregistrée où M. Popovic parle à son commandant, le général Krstić, et dit « Allô, c'est Popovic. Patron, tout va bien, tout est ok, le boulot est fait. » Plus loin, on entend dans l'écoute que tout mérite 20 sur 20. La note, c'est 20 sur 20. Tout va bien. C'est ça. Salut. Et meilleurs vœux. Maintenant, au paragraphe inaudible du jugement, inaudible, pour la proposition selon laquelle aucun juge raisonnable du fait n'aurait pu conclure que c'était la seule déduction possible qui pouvait être tirée de ces éléments de preuve, c'est-à-dire que la tâche qui était en cours concernait l'ensevelissement et les exécutions du 16 et 17 juillet. On cite l'arrêt d'appel Krstić au paragraphe 115 de cet arrêt. Et je voudrais dire que le dossier dont est saisie votre chambre contient des éléments différents en ce sens de ce qui a été présenté à la chambre de première instance Krstić. Vous avez ici, dans ce dossier, témoignages oculaires qui placent M. Popovic et M. Behara à l'école de Koula, et ceci dans le contexte de cette conversation écoutée enregistrée. Sur le rapport que vous avez devant vous, la seule déduction possible et que vous puissiez tirer de cette écoute, compte tenu de la présence de M. Popovic à l'école, c'est exactement ce qu'il faisait. Il rendait compte du fait que le seul travail qu'il était en train de faire dans le secteur disait qu'il était achevé avec succès, l'achèvement avec succès de l'opération. Il y a une seule raison qui puisse expliquer la présence de M. Popovic à l'un quelconque des sites d'exécution en espèces, ne disons même pas plusieurs. Il était là pour voir que le meurtre des hommes et des garçons musulmans à Srebrenica était effectué de façon efficace. Il était là pour voir que c'était effectué de façon silencieuse. Il était là pour voir que c'était achevé et pour voir que ceci serait ensuite occulté, et il était là en vertu des ordres de ses commandants pour galvaniser les ressources nécessaires pour effectuer cette opération par les structures du commandement de la VRS et plus particulièrement de la brigade de Zvornik. Sa culpabilité en tant que membre du transport forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle commune telle que reprochée dans l'acte d'accusation, il n'y a aucun élément de preuve contraignante dans le dossier qui montre le moindre remords de M. Popovic, ni quoi que ce soit qui puisse servir à atténuer de façon légitime sa conduite. Et je voudrais vous demander que vous preniez sérieusement en considération ce qui a été fait dans votre jugement sur cette question. Je vous remercie de votre indulgence et, plus important, je vous remercie de votre patience et de votre attention. Et donc ceci conclut la présentation de mes conclusions. Le président, je vous remercie, M. Van Der Poel. Donc, M. Mitchell, vous venez ensuite. Nous avons seulement 5 minutes. La suspension d'audience devrait avoir lieu seulement en 5 minutes. Je suggère qu'on suspende maintenant et si ceci vous convient, nous reprendrons dans 25 minutes. L'audience est suspendue.